Après avoir mangé les crabes délicieux, le vieux nettoya méticuleusement son dentier et le rangea dans son mouchoir. Après quoi il débarrassa la table, jeta les restes par la fenêtre, ouvrit une bouteille de Frontera et choisit un roman. La pluie qui l'entourait de toutes parts lui ménageait une intimité sans pareille. Le roman commençait bien. Paul lui donna un baiser ardent, pendant que le gondolier complice des aventures de son ami faisait semblant de regarder ailleurs, et que la gondole, garnie de coussins moelleux, glissait paisiblement sur les canaux vénitiens. Il lut la phrase à voix haute, et plusieurs fois. Qu'est-ce que ça peut bien être des gondoles? Ça glissait sur des canaux. Il devait bien s'agir de barques ou de pirogues. Quant à Paul, il était clair que ce n'était pas un individu recommandable, puisqu'il donnait un baiser ardent à la jeune fille en présence d'un ami, complice de surcroît. Ce début lui plaisait. Il était reconnaissant à l'auteur de désigner les méchants dès le départ. De cette manière, on évitait les malentendus et les sympathies non méritées. Restait le baiser. Quoi déjà? Ardent? Comment est-ce qu'on pouvait faire ça? Il se souvenait des rares fois où il avait donné un baiser à Dolores Encarnación del Santísimo Sacramento Estupiñano Tavallo. Peut-être sans qu'il s'en rende compte, l'un de ces baisers avait-il été ardent, comme celui de Paul dans le roman. En tout cas, il n'y avait pas eu beaucoup de baisers, parce que sa femme répondait par des éclats de rire, ou alors elle disait que ça devait être un péché. Un baiser ardent. Un baiser. Il avait découvert récemment qu'il n'en avait guère donné, et seulement à sa femme, car les Chuards ne connaissent pas le baiser. Il existe chez eux, entre hommes et femmes, des caresses sur tout le corps, sans se préoccuper de la présence de tiers. Même quand ils font l'amour, ils ne se donnent pas de baiser. La femme préfère s'accroupir sur l'homme, en affirmant que cette position lui fait mieux sentir l'amour, et que les ânans qui accompagnent l'acte en sont d'autant plus puissants. Non, chez les Chuards, le baiser n'existe pas. Il se souvenait aussi d'avoir vu, une fois, un chercheur d'or culbuter une femme givaro, une pauvresse qui rôdait chez les colons et les aventuriers, en mendiant une gorgée d'aguardiente. Tous les hommes qui en avaient envie pouvaient l'emmener dans un coin et la posséder. Abrutie par l'alcool, la malheureuse ne se rendait pas compte de ce qu'on faisait d'elle. Cette fois-là, un aventurier l'avait prise sur la plage et avait cherché à coller sa bouche à la sienne. La femme avait réagi comme un animal sauvage. Elle avait fait rouler l'homme couché sur elle, lui avait lancé une poignée de sable dans les yeux et était allée ostensiblement vomir de dégoût. Si c'était cela un baiser ardent, alors le Paul du roman n'était qu'un porc. Quand arriva l'heure de la sieste, il avait lu environ 4 pages et réfléchi à leurs propos. Et il était préoccupé de ne pouvoir imaginer Venise en lui prêtant les caractères qu'il avait attribués à d'autres villes, également découvertes dans des romans. À Venise, apparemment, les rues étaient inondées et les gens étaient obligés de se déplacer en gondole. Les gondoles. Le mot gondole avait fini par le séduire, et il pensa que ce serait bien d'appeler ainsi sa pirogue, la gondole du Nangaritza. Il en était là de ses pensées quand la torpeur de la mi-journée l'envahit, et il s'étendit sur le hamac, avec un sourire amusé, à l'idée de ces gens qui risquaient de tomber directement dans la rivière dès qu'ils franchissaient le seuil de leur maison. Plus tard dans l'après-midi, après un nouveau festin de crabes, il voulut poursuivre sa lecture, mais il en fut distrait par des cris qui l'obligèrent à sortir la tête sous la pluie. Une mule affolée galopait sur le sentier en poussant des braiements épouvantables et en envoyant des ruades à ceux qui essayaient de l'arrêter. Piqué par la curiosité, il jeta son carré de plastique sur ses épaules et partit voir ce qui se passait. Après beaucoup d'efforts, les hommes étaient parvenus à cerner la bête fugitive et rétrécissaient leur cercle en évitant les coups de sabot. Certains glissaient,
et se relever couvert de boue. Mais finalement l'animal, pris par la bride, se trouva immobilisé. La mule portait des plaies profondes au flanc et saignait abondamment par une entaille qui allait de la tête au pelage ras du poitrail. Le maire, sans parapluie cette fois, donna l'ordre de la faire tomber et lui expédia le coup de grâce. L'animal reçut la décharge, lança quelques ruades en l'air et ne bougea plus. « C'est la mule d'Alka-Seltzer Miranda !» dit quelqu'un. L'assistant s'acquiesça. Miranda était un colon installé à quelques 7 kilomètres d'Alidillo. Il avait cessé de cultiver ses terres occupées par la jungle pour tenir un misérable comptoir de vente d'aguardiente, sel, tabac et Alka-Seltzer, de là son surnom, où s'approvisionnaient les chercheurs d'or qui ne voulaient pas aller jusqu'au village. La mule était scellée, signe qu'il devait y avoir quelque part un cavalier. Le maire donna l'ordre de préparer pour le lendemain matin une expédition en direction du comptoir de Miranda et chargea 2 hommes de dépecer la bête. Les machettes entrèrent en action sous la pluie. Elles taillaient avec précision dans les chairs faméliques, en ressortaient ensanglantées, et le temps d'y pénétrer de nouveau pour vaincre la résistance d'un os, l'eau du ciel les avait déjà lavées. La viande ainsi découpée fut portée sous le porche de la mairie, où le gros la distribua aux personnes présentes. « Et toi, le vieux, quel morceau tu veux ?» Antonio José Bolivar répondit qu'il voulait seulement un peu de foie, tout en comprenant que la sollicitude du gros l'incluait dans l'expédition. Son morceau de foie encore chaud à la main, il reprit le chemin de sa cabane, suivi par les hommes qui portaient la tête et les parties inutilisables de l'animal pour les jeter dans le fleuve. La nuit tombait, et par-dessus la rumeur de la pluie, on entendait les aboiements des chiens qui se disputaient les tripes de la nouvelle victime répandue dans la boue. Tout en faisant frire le foie agrémenté de brins de romarin, il maudit l'incident qui le tirait de sa tranquillité. Impossible désormais de se concentrer sur sa lecture, obligé qu'il était de penser à l'expédition du lendemain, avec le maire à sa tête. Tout le monde savait que le maire le tenait à l'œil, et son animosité avait certainement encore augmenté après l'affaire des 2 chuards et du gringo mort. Le gros pouvait lui causer des problèmes, il en avait déjà fait l'expérience. En maugréant, il mit son dentier et mastiqua les morceaux de foie. Il avait souvent entendu dire que la vieillesse apportait la sagesse, et il avait attendu avec confiance cette vertu qui devait lui donner ce qu'il désirait le plus, le pouvoir de maîtriser le fil de ses souvenirs, et de ne pas tomber dans les pièges que lui tendait parfois sa mémoire. Mais cette fois encore, il ne put résister, tandis que s'estompait la rumeur monotone de la pluie. Bien des années le séparaient de cette matinée où un bateau comme on n'en avait encore jamais vu était venu s'amarrer au quai d'Alidillo. Une barque plate à moteur qui permettait à 8 personnes de voyager commodément, assises 2 par 2, et non en file indienne, les membres ankylosés comme dans les pirogues. Cette embarcation moderne amenait 4 Américains, équipés d'appareils photo, de vivres et d'instruments à l'usage inconnu. Ils passèrent plusieurs jours à faire la cour au maire, en l'abreuvant de whisky, jusqu'à ce que le gros, tout bouffi de vanité, désigne le vieux comme le meilleur connaisseur de l'Amazonie et les conduise à la porte de sa cabane. Le gros empestait la boisson et ne cessait de l'appeler son ami et collaborateur, pendant que les gringos le photographiaient, lui et tous ceux qui tombaient sous leur objectif. Ils entrèrent dans la cabane sans demander la permission, et l'un d'eux, après avoir ri aux éclats, insista pour acheter le tableau qui le représentait avec Dolores. Le gringo eut même l'impudence de le décrocher et de le mettre dans son sac en posant sur la table une poignée de billets. Le vieux eut du mal à se maîtriser et à trouver ses mots. « Dis à ce salopard que s'il ne remet pas le portrait où il l'a pris, je lui mets 2 balles, et il pourra dire adieu à ses couilles. Et dis-lui aussi que mon fusil est toujours chargé. » Les intrus comprenaient l'espagnol,
et n'eurent pas besoin que le maire leur détaille les intentions du vieux. Le gros protesta de son amitié, demanda leur compréhension, expliqua que dans ces contrées les souvenirs de famille étaient sacrés, les supplia de ne pas prendre mal la chose, leur assura que les Équatoriens en général, et lui en particulier, aimaient beaucoup les Américains du Nord, et que s'ils voulaient se procurer de bons souvenirs, il se chargerait personnellement de leur en trouver. Quand le portrait eut retrouvé sa place de toujours, le vieux fit jouer les percuteurs de son fusil et leur intima l'ordre de filer. « Espèce de vieux con, tu me fais rater une affaire importante, et toi aussi tu rates une affaire importante. On t'a rendu ton portrait, qu'est-ce que tu veux de plus ? Qu'il s'en aille. Je ne fais pas d'affaires avec des gens qui ne savent pas respecter la maison des autres. » Le maire voulut ajouter quelque chose, mais il vit la moue de mépris que faisaient les visiteurs avant de tourner les talons, et la colère l'emporta. « C'est toi qui vas t'en aller, vieille merde. Je suis chez moi. Ah oui, tu ne t'es jamais demandé à qui appartient le terrain où tu as construit ta saloperie de trou à rats ? » La question le prit de court. Il avait eu jadis un papier officiel qui l'accréditait comme le possesseur de 2 hectares de terre, mais ceci se trouvait à plusieurs lieues en amont. À personne, il n'y a pas de propriétaire. Le maire eut un rire triomphant. Eh bien, tu te trompes. Toutes les terres situées sur une bande de 100 mètres le long du fleuve appartiennent à l'État. Et au cas où tu ne serais pas au courant, ici, l'État, c'est moi. On en reparlera. Je suis pas prêt d'oublier ce que tu m'as fait. Et le pardon et moi, ça fait 2. Le vieux réprima son envie d'appuyer sur la détente. Il imaginait la double décharge trouant l'énorme bedaine, arrachant une partie du dos et faisant jaillir les tripes. Le gros vit ses yeux brillants et jugea préférable de vider hâtivement les lieux pour rejoindre en courant le groupe des Américains. Le lendemain, quand la vedette s'éloigna du quai, elle comptait des passagers supplémentaires, un colon et un givaro recommandés par le maire pour leur bonne connaissance de la forêt. Antonio José Bolivar Proaño attendit la visite du gros, le fusil prêt, mais le gros restait à distance de la cabane. En revanche, il reçut la visite d'Onesén Salmundio, un octogénaire natif de Vilcabamba, qui lui témoignait de l'amitié à cause de leur origine montagnarde commune. « Qu'est-ce qui se passe, pays ?» demanda Onesén en le saluant. « Rien, pays. Et vous, qu'est-ce qui vous amène ?»« J'ai appris des choses, pays. La limace est venue me demander d'accompagner les gringos dans la jungle. J'ai eu du mal à le convaincre qu'à mon âge, je les mènerais pas loin. Il fallait entendre les compliments qu'il m'a fait, la limace. Il n'arrêtait pas de me répéter combien les gringos seraient heureux de m'avoir, vu que j'ai moi-même un nom de gringo. »« Comment ça, pays ?»« Eh oui. Onesén, c'est le nom d'un saint des gringos. Il est sur leur pièce de monnaie. Ça s'écrit en 2 mots, avec un T à la fin. One cent. Quelque chose me dit que vous n'êtes pas venu me voir pour me parler de votre nom, pays. C'est vrai. Je suis venu vous dire de faire attention. La limace vous a pris en grippe. Il a demandé devant moi au gringo d'aller voir, en rentrant, le commissaire d'Eldorado pour qu'il envoie 2 gardes ruraux. Il veut vous expulser de chez vous, pays. J'ai assez de munitions pour les recevoir tous, affirma-t-il sans conviction. Et les nuits suivantes, il ne parvint pas à dormir. Le remède contre l'insomnie arriva 1 semaine plus tard, avec le retour de la barque à fond plat. Son accostage manqua d'élégance. Elle vint heurter les pilotis du quai, et personne ne se préoccupa du déchargement. Elle ne ramenait que 3 Américains qui, dès qu'ils furent à terre, partirent en courant à la recherche du maire. Peu de temps après, il reçut la visite du gros qui venait faire la paix. « Écoute, entre chrétiens, on parle et on finit toujours par s'entendre. Ce que je t'ai dit est vrai. Ta maison est construite sur un terrain de l'État, et tu n'as pas le droit de rester ici. Je devrais même t'arrêter pour occupation illégale. Mais on est amis. Aussi vrai qu'on dit qu'une main lave l'autre et que les 2 lavent le cul. On doit s'entraider. Et qu'est-ce que vous voulez maintenant ? D'abord que tu m'écoutes.
Je vais te raconter ce qui est arrivé. Dès le deuxième bivouac, le givaro a filé avec des bouteilles de whisky. Tu connais les sauvages. Ils pensent qu'à voler. Le colon leur a dit que ça n'avait pas d'importance. Le gringo voulait s'enfoncer très loin pour photographier les chuards. Je ne sais pas ce qui leur plaît tellement chez ces Indiens tout nus. En tout cas, le colon les a guidés sans problème jusqu'au contrefort du Yukwambi. Et ils disent que c'est là que les singes les ont attaqués. J'ai pas tout compris parce qu'ils sont complètement hystériques et qu'ils causent tous les trois à la fois. Ils disent que les singes ont tué le colon et un des leurs. J'arrive pas à y croire. Depuis quand est-ce que les Ouistiti tuent les hommes? Avec une gifle, on en envoie valser une douzaine. Pour moi, c'est les Jivaros. Qu'est-ce que tu en penses? Vous savez bien que les chuards évitent les histoires. Les gringos n'en ont certainement pas vu un seul. Si, comme ils le disent, le colon les a conduits jusqu'au pied du Yakwambi, il faut que vous sachiez aussi que les chuards n'y vivent plus depuis longtemps. Et sachez encore que les singes attaquent. C'est vrai qu'ils sont petits, mais à 1000 ils sont capables de dépecer un cheval. Je n'y comprends rien. Les gringos ne chassaient pas. Ils n'avaient même pas d'armes. Il y a trop de choses que vous ne comprenez pas. Moi, j'ai des années de jungle. Écoutez, vous savez comment font les chuards quand ils entrent sur le territoire des singes? D'abord, ils ôtent toute leur parure. Ils ne portent rien qui peut attirer leur curiosité, et ils noircissent leurs machettes avec de la suie de palme brûlée. Vous vous rendez compte? Avec leur appareil photo, leur montre, leur chaîne en argent, leur boucle de ceinture, leur couteau, les gringos ont tout fait pour provoquer la curiosité des singes. Je connais la région et je connais leur comportement. Je peux vous dire que si vous oubliez un détail, si vous avez sur vous la moindre chose qui attire la curiosité d'un Ouistiti, et s'il descend de son arbre pour vous le prendre, vous avez intérêt à le laisser faire. Si vous résistez, le Ouistiti se met à hurler, et en quelques secondes des centaines de milliers de petits démons poilus et furieux vous dégringolent du ciel. Le gros écoutait en épongeant sa transpiration. Je te crois, mais tout ça c'est de ta faute, parce que tu as refusé de les accompagner, de leur servir de guide. Avec toi il ne se serait rien passé, et ils avaient une lettre de recommandation du gouverneur. Je suis dans la merde jusqu'au cou, et il faut que tu m'aides à en sortir. Ils ne m'auraient pas écouté. Les gringos savent toujours tout. Mais vous ne m'avez toujours pas dit ce que vous voulez de moi. Le maire sortit de sa poche revolver un flacon de whisky et lui en offrit une gorgée. Le vieux accepta rien que pour en connaître le goût. Et tout de suite, il eut honte de sa curiosité de Ouistiti. Ils demandent quelqu'un pour aller ramasser les restes de leurs compagnons. Je te jure qu'ils sont prêts à payer un bon prix pour ça. Et tu es le seul à pouvoir le faire. D'accord, mais je ne veux pas être mêlé à vos affaires. Je vous ramène ce qui reste du gringo, et vous me laissez tranquille. Bien sûr, vieux. Je te disais bien qu'entre chrétiens on parle et on finit toujours par s'entendre. Il n'eut pas de grands efforts à faire pour retrouver l'endroit où les gringos avaient passé leur première nuit. Puis il se tailla à coups de machette un chemin jusqu'au Yakwambi, dans la forêt haute, riche en fruits sylvestres, territoire de nombreuses colonies de singes. Là, il n'eut même pas besoin de chercher les traces. Dans leur fuite, les Américains avaient abandonné une telle quantité d'objets qu'il lui suffit de les suivre pour trouver les restes des malheureux. Il repéra d'abord le colon. Il le reconnut à son crâne sans dents. L'Américain gisait quelques mètres plus loin. Les fourmis avaient fait un travail impeccable et n'avaient laissé que les os, nets, pareils à de la craie. Elles étaient en train de terminer le squelette. Telles des bûcheronnes minuscules et cuivrées, elles transportaient un à un les cheveux jaune paille pour étayer le cône d'entrée de leur fourmilière. Il alluma un cigare avec des mouvements lents et fuma en contemplant le travail des insectes, indifférent à sa présence. Il entendit un bruit qui venait des hauteurs et ne put réfréner un éclat de rire. Un tout petit Ouistiti dégringolait d'un arbre, entraîné par le poids d'un appareil photo qu'il ne voulait pas lâcher. Il acheva son cigare. Avec sa machette, il aida les fourmis à nettoyer le crâne et mit les ossements dans un sac.
Le malheureux Américain n'avait réussi à garder qu'un seul objet, sa ceinture, dont les singes n'avaient pu défaire la boucle argentée en forme de fer à cheval. Il rentra à El Idilio livrer les restes. Le maire le laissa tranquille, et il fit tout pour sauvegarder cette paix, car c'était d'elle que dépendaient les moments de bonheur, passés face au fleuve, debout devant la table haute, à lire lentement les romans d'amour. Et voilà que la paix était de nouveau menacée par le maire, qui l'obligeait à participer à son expédition, et par des griffes acérées qui se cachaient quelque part dans les profondeurs de la forêt.